municipal du Canada recommande aux enfants de 10 ans de produire une déclaration d'impôt. Oh, bien dit! Il est fichtrement temps que ces petits poutchous gripsous crachent un peu pour nous, leurs aînés. Et pendant que les autorités s'acharnent sur les taggeurs, Vidéotron se rend coupable de vandalisme en peignant des graffitis sur la voie publique pour faire sa promotion. Bon, pour en revenir aux enfants riches, là. Le petit bâtard de Bouche-Cotte, c'est blanc craqué, ça. A-t-il seulement déjà fait des actes provisionnels? Sûrement pas. Allez, joignez-vous à moi pour l'haïr. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Hey, checkez-moi les mains. J'en shake encore. Dans la presse d'aujourd'hui, on apprend qu'une femme de Sainte-Thérèse poursuit pour 40 000 $ mes Backstreet Boys, qui donnent justement un concert ce soir à Montréal. Et ce pourquoi? Ben, c'est ce qu'on va tenter de vous illustrer grâce au concours de la célèbre troupe de marionnettes Fofone Patachou de Budapest, place au théâtre. Alors, tout ce que vous allez voir et tout ce que vous allez entendre est vrai. C'est tiré intégralement du journal d'aujourd'hui. On peut commencer. Scène 1. 31 décembre 1997. Sylvie Bourget, une des plus belles femmes de Sainte-Thérèse, loue avec ses deux filles, Mélissa et Mélanie, deux des plus grandes admiratrices du groupe pop les Backstreet Boys, une suite au 23e étage de l'hôtel Westin Mont-Royal, où doivent justement séjourner le boys band, c'est-à-dire Brian, Nick, accompagné de son frère Aaron, Howie, Kevin et AJ. S'ensuit une course folle. Cependant, les choses ne se passent pas comme Mme Bourget l'avait cru. Elle dit que sa petite famille a été poussée au fond de l'ascenseur de l'hôtel par un des gardes du corps des Backstreet Boys, a été intimidée et s'est fait crier des bêtises, toujours en anglais, par l'entourage du groupe. Oh! 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 Elle ajoute même qu'elle a reçu un coup en plein visage. Tout le monde danse! Oh! Fin de la première partie, bravo! Bravo, magnifique. Bravo! Ah, ça se déchaîne. Scène 2. 23 août 1998, Sylvie Bourget et ses deux filles, Mélanie et Mélissa, retournent voir leurs idoles lors d'un concert extérieur au Parc des Îles de Montréal. Pourquoi? Je ne sais pas. Pendant la deuxième partie du spectacle, alors que les Backstreet Boys chantent une de leurs plus belles chansons, Madame Bourget est apostrophée par un agent de sécurité car elle prend des photos des boys, ce qui est interdit. Après de longues discussions, des responsables de la sécurité décident qu'elle peut conserver son film si elle quitte l'enceinte du Parc des Îles. Avec un canif maintenant. Un des agents de sécurité coupe ensuite le bracelet du spectacle de Mme Bourget qu'elle porte au poignet. Mme Bourget dit avoir été bousculée et a dû se rendre à quatre pattes, littéralement, jusqu'au gradin où se trouvaient ses adolescentes afin de les avertir de la situation. Ce qui restait d'elle dit avoir vu un agent de sécurité agripper la cheville de sa fille Mélissa et tenter par tous les moyens de la tirer vers le bas de l'estrade. On regarde. Ah, quelle scène atroce! A-t-elle réussi? Oui! Depuis ces incidents, la famille Bourget a décroché de la musique des Backstreet Boys. Mélissa et sa mère ont eu de la difficulté à dormir, ont été stressées et angoissées. Et d'ajouter, Mme Bourget, il y a un spectacle ce soir et ça me fait très peur pour les autres. Tout le monde danse! Yeah, merci beaucoup, merci, vous prenez pas d'acheter, c'est déjà terminé. Bravo! Une des grandes éditions, merci à tout le monde. Oh! Un grand moment de théâtre.
maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, alors que tous les policiers de Montréal n'ont qu'un seul but, retrouver le méchant Castro, auteur de graffiti, mais là, à ne pas confondre avec le bon Castro, président cubain, là, auteur d'une quantité incalculable d'exécutions de dissidents politiques. Oh non. Non, il est correct, lui. Non, donc, pendant que le méchant Castro fuit la justice, un criminel bien plus dangereux parcourt la ville en souillant les trottoirs de ces horribles gribouillis anarchiques. Et je veux bien sûr parler du terrible Vidéotron! Terrible! Eh bien, c'est ce qu'a appris Jean-René Dufort, qui est allé traquer le nouvel ennemi public numéro 1 pour nous. On écoute. Non, non, non. Des graffitis, ce n'est pas beau. Quand c'est fait par des petits morveux avec des cacanes de peinture, on peut comprendre. Mais quand c'est fait par Vidéotron sur les trottoirs pour se faire de la pub, on a plus de misère. La fin du monde a enquêté. Alors que les graffiteurs de Montréal sont pourchassés de toutes parts par les autorités et traités de criminels, Vidéotron, dans un élan de marketing hautement intellectuel, a décidé de tapisser le centre-ville d'une douzaine d'horribles graffitis corporatifs. Mais ça, c'est pas des graffitis, ça? Ça a été notre première préoccupation parce que c'est sûr qu'on est Vidéotron, on n'est pas Castro, on n'est pas chez, on n'est pas... Bon, on a demandé à notre fournisseur de vérifier si c'était légal, si on pouvait faire ça en plein jour devant tout le monde. Et on dit oui. Est-ce qu'ils sont hors la loi, Vidéotron? Définitivement, ils sont hors la loi et c'est désolant qu'une compagnie responsable comme ça donne un exemple. En Vidéotron, j'ai jamais entendu parler de ça. Ils font vraiment des dessins sur les trottoirs, ils n'ont pas le droit, sans autorisation, et on va tout de suite intervenir. On vient d'en manifester à plusieurs reprises dans des tas de médias comme quoi c'est pas correct, puis ça vont faire de la publicité sur les trottoirs. Ça, c'est vraiment pas acceptable, une compagnie sérieuse. La Ville vous a donné l'autorisation de faire ça. Nous, notre fournisseur nous a mentionné que la Ville avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait faire ça. Est-ce que vous allez donner une contrevention Vidéotron? Ah, définitivement. Complètement illégal. Ils sont hors la loi et c'est désolant. Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander c'est qui votre fournisseur? Ceux qui s'occupent de notre placement média, c'est Toucher Média Marketing. Est-ce que vous avez demandé la permission à la Ville? Dans ce cas-ci, on a fait affaire avec NewAd, l'entreprise d'affichage NewAd, l'entreprise nationale, on a posé la question à plusieurs reprises à NewAd pour l'aspect légal, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, et on nous a assuré que toutes les démarches avaient été faites et les discussions avaient eu lieu avec la Ville. Mais à qui à la Ville vous avez demandé la permission? Et si vous me permettez les noms, on va regarder ça ici pour nos propres informations. Mais on a procédé à quelques services municipaux là, aux gens en poste et on a fait les démarches nécessaires. Ils vont envoyer une facture à Vidéotron? Oui, certain. C'est ça, vous pouvez y compter. Elle va être salée. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on va rejoindre Jean-René qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Oui, salut Marc. Penses-tu que je vais avoir encore mon parking à Vidéotron? J'espère. C'est la question qu'on se posait tous avant que passe le reportage. Là, on en doute. Mais Jean-René, Oui. dites-moi donc, ça veut dire que la Ville a donné son aval à une pratique comme celle-là? Ben, la Ville dit que non. Oui, bien, c'est-à-dire que quand même, il y a eu une espèce de survey qui a été mené là, auprès de certains conseillers municipaux, on imagine, ou en tout cas... Alors, comment on va s'en tirer? S'il y a une amende qui est imposée à Vidéotron, est-ce que l'amende va être filée à la Ville de Montréal? Ben, on peut jouer sur un principe, c'est que ce qui fait l'illégalité d'un graffiti, oui. c'est vraiment sa permanence. Est-ce qu'il abîme les murs de façon permanente? Et là, on dit, ben là, c'est de la craie, on a mis du vernis par-dessus, ça restera pas longtemps. Et là, mais ça va-tu rester assez longtemps pour que ça fasse un graffiti? Mais il y a aussi la notion de affichage sauvage. Oui. Et on peut pas sur le trottoir, la voie publique, afficher de la publicité parce que c'est vraiment, il faut vraiment demander la permission à la Ville et ça a été accepté une fois pour la police il y a des années. Ah bon, OK, mais ça n'empêche que ça tombe dans un bien mauvais moment, ça, Jean-René? Ah, effectivement. Effectivement. Mais c'est des bons du marketing, ils ont dû sûrement prévoir ça. Bien, sûrement. On va avoir la réponse dans quelques jours, probablement. Oui, sûrement par voie de sommation ou de mise en demeure. Exactement, Jean-René. Mon Dieu, que de termes précis pour préciser les choses. Merci beaucoup, Jean-René. Bye. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Ernst & Young, une importante firme de fiscalistes, à ne pas confondre avec Barnum Bailey, l'importante firme d'hommes caoutchouc et de femmes à barbe, suggère que vous fassiez faire des déclarations d'impôts à vos petits-enfants, même si leurs revenus ne sont que de quelques dollars par année. La raison invoquée, les habituer le plus jeune possible à se faire fourrer par le gouvernement. Oui, c'est écrit dans la brochure. Patrick Masbourian nous en dit un peu plus long. On écoute.
La très avant-gardiste société de conseillers financiers Ernst & Young propose aux parents de produire des déclarations d'impôts au nom de leurs enfants pour tous les gains réalisés par ceux-ci, et ce, dès l'âge de 10 ans. L'idée derrière ça, c'est que on sait qu'on veut faire profiter aux enfants du REER le plus tôt possible. On a déjà dit que le REER, c'est important, on planifie pour la retraite. Alors, vous allez me dire, un enfant de 10 ans qui planifie vers la retraite, ça commence à être de la planification. Bon, l'idée qu'on propose est relativement simple, c'est de dire on va déclarer un revenu. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un revenu avant de déclarer, donc un revenu qui est admissible. Et on va déclarer un revenu. Le fait que le revenu n'est pas très élevé, donc l'enfant ne paiera pas d'impôt lui-même. Okay? Mais il va, ce qu'on appelle, s'ouvrir une marge REER, c'est-à-dire qu'il y a 18 de ce revenu-là, essentiellement, qui va lui permettre de faire une cotisation REER équivalente dans le futur. Et toi, le petit garçon qui ramasse les feuilles du voisin, as-tu pensé à ta retraite? Toi, la jeune fille qui passe l'aspirateur chez la voisine, as-tu pensé à ta retraite? 1 350 $ à l'âge de 18 ans, ça vaudra environ 70 000 $ à 69 ans. Wow! Ça veut dire que tu pourrais passer tout ton temps à jouer au golf. Et toi, tu pourrais gambader devant ta grosse maison et rouler dans une grosse voiture. Moi, personnellement, je serais plutôt d'optique à recommander de travailler avec l'épargne, donc le volet d'éducation financière avant de parler de retraite. Si on permet à l'enfant d'investir directement, soit au niveau des marchés financiers, ou l'aider ou l'encadrer en lui donnant certaines actions, on la voit dans les journaux tous les jours, elle est cotée, est capable de vérifier pourquoi qu'elle augmente, pourquoi qu'elle diminue, vous posez la question. Maman, mes actions de Toys R Us sont montées. Donc, c'est très concret, c'est très quotidien, versus une marge REER pour un petit bonhomme de 10 ans. Tu dis, dans 8 ans d'ici, tu vas pouvoir contribuer dans ton REER. Peut-être un peu moins concret. Et on est de retour en studio avec Patrick. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Marc. Quel beau topo, les enfants de Jacques-Mathieu sont garantis de leur avenir. Ils sont très beaux. Est-ce que, évidemment, cette firme-là, cette grande firme-là, fait pas ça que pour les beaux yeux de nos enfants? Certainement pas. Il y a un pour intérêt. Les vôtres, Marc. Oui, certainement. Mais est-ce que, alors, on veut quoi? On veut gérer le portefeuille de la famille au complet maintenant? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Peut-être. C'est pas une idée nouvelle. Oui. Et à la limite, c'est même banal. L'actuaire qu'on a interviewé range ça, lui, dans les petits avantages fiscaux. Ça fait partie d'un pool d'avantages beaucoup plus grand et c'est pas... ça compte pas vraiment. Ben, c'est pas que ça compte pas vraiment, mais c'est un des plus, mais parmi tant d'autres plus. Okay. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans des livres publiés par des maisons concurrentes, c'est-à-dire les compétiteurs d'Ernst & Young. Fait que c'est pas une idée nouvelle. Bon. Pourquoi en parler? Pourquoi en faire la promotion? Peut-être juste pour faire circuler le nom de la compagnie, tout simplement. Ou peut-être, évidemment, pour que ça rentre dans la tête des enfants. Mais là, et que plus tard, ça devienne des futurs clients. Mais là, ça veut dire qu'on fait ça à partir du moment où on sait qu'il y a de l'argent que les enfants ont dans leur compte en banque qui dort. Est-ce qu'il y a un pouvoir là? Est-ce que les fiscalistes se rendent compte qu'il y a de l'argent là qui pourrait être utilisé et qui dort pendant des années sans rien? Non. Moi, je pense que c'est le pouvoir du marketing, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait là des sommes énormes là, qui dorment. Là. Non. Ah, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Patrick. Allez-vous donner des actions de Marc Labrèche? Oui, je vais essayer ça, donner ça à mes enfants. Mon Dieu, ça va être beau. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les nouvelles des sports et une brève. Restez avec nous. Eh bien, vous le savez, notre camarade Bruno Blanchet est allé tourner une série de reportages à Las Vegas avec nos vedettes québécoises favorites. Il nous présente ce soir le second volet de sa mission au pays de la machine à sous. On écoute. Las Vegas, c'est la ville du spectacle, où on accueille beaucoup de Québécois, car, semble-t-il, les Québécois, on les aime beaucoup ici. Bruno, je t'aime. Bruno, je t'aime. Bruno, je t'aime. Et Las Vegas, c'est surtout la ville de l'illusion, la ville du faux, la ville de la magie. Bring lots of money. You can win lots of money. Alors, c'est ici, dans cette ambiance absolument extraordinaire, que j'ai rencontré Alain Choquette. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre faire un spectacle au Québec et un spectacle ici à Las Vegas? Ben, en fait, la magie, non, parce que la magie, ça va chercher un petit peu le cœur d'enfant des gens. Alors, peu importe où on est, en Chine, en France, ici, c'est la même réaction. Alors, il suffit de gagner les gens. Ce qui est différent ici, c'est que les gens vont voir un spectacle et au Québec, les gens te connaissent déjà. Donc, il faut les gagner ici dès le départ
pour les avoir de ton côté. Mais après ça, c'est la même chose. Mais depuis que tu es ici à Las Vegas, est-ce que ça t'a donné des nouvelles idées? Est-ce que tu as développé un nouveau truc, par exemple? Oui, j'ai développé un truc qu'on va placer dans le prochain spectacle d'ailleurs, et ça s'appelle le stroboscope. Tout ce qu'on a à faire, c'est claquer des 2 doigts comme ça. Voilà. Merci, Alain. Pas de trouble. Bravo Bruno, je vous répète qu'il va y avoir plusieurs reportages comme ça tout au long de la semaine de son